Bonjour Nathalie. Merci Michel. Bonjour, bonjour. J'ai déjà commencé l'enregistrement, Ryan puis Martin. Puis dès qu'il va être 9 h, je vais commencer par vous présenter. Ça vous convient? C'est parfait. Alors, bonjour tout le monde et bienvenue à l'atelier intitulé « Les processus mathématiques au service des habiletés socio-émotionnelles ». Alors, je me nomme Joanne Gaudreault et je suis leader pédagogique pour l'équipe tactique. Alors, merci Martin et Ryan pour cette offre d'atelier. Alors, moi, aujourd'hui, je vais agir comme facilitatrice. Alors, je vous donne quelques directives avant de céder la parole à nos deux animateurs. Alors, dans un premier temps, merci de fermer vos micros. Alors, vous avez aussi accès à une boîte de clavardage, un clavardoir, dans lequel vous allez pouvoir noter vos questions ou lever la main, puis Martin et Ryan pourront se faire un plaisir de répondre à vos questions tout le long de leur présentation. Je vous rappelle que l'atelier est enregistré. Alors, on a débuté l'enregistrement au moment même où je vous parle. Alors, je vous présente maintenant nos deux animateurs. Alors, premièrement, Martin Parent est conseiller pédagogique au Centre-Est, Conseil des écoles catholiques du Centre-Est. Il a œuvré en tant qu'enseignant de cours de sciences et de mathématiques au cycle intermédiaire et supérieur pendant plusieurs années et a détenu un poste en tant que lead en numération. Sa maîtrise en neuroéducation à l'Université de Lethbridge en Alberta lui a permis de constater les nombreux ponts que peuvent se tisser entre la recherche en psychologie cognitive et la salle de classe. Et son partenaire de conférence, Ryan Perry, est également conseiller pédagogique au Conseil du Centre-Est, Conseil catholique du Centre-Est de l'Ontario. Il enseigne depuis 2008. Il a accumulé un bagage en éducation qui comprend un peu de tout. Alors, il a été enseignant de plusieurs matières, enseignant de classe distincte, conseiller en orientation et direction adjointe. Le dénominateur commun de ces expériences, l'importance du bien-être de l'élève pour le cheminement académique et personnel. Il espère pouvoir partager sa passion pour le bien-être par l'entremise des habiletés socio-émotionnelles en mathématiques. Alors, merci beaucoup à vous deux et je vous cède maintenant la parole. Alors, bonjour tout le monde. On a un
un horaire assez, comment est-ce que je devrais dire, assez ambitieux. On a un itinéraire assez ambitieux pour vous aujourd'hui. Et on va commencer, comme à l'habitude, avec des résultats d'apprentissage, des petits points assez importants qu'on veut absolument faire certain qu'on touche. Alors, ici, on a décidé de le faire au visuel pour enlever un petit peu de la charge cognitive de lecture et d'écouter en même temps. Alors, on voit ici, on va premièrement parler de l'importance des habiletés socio-émotionnelles et de l'apprentissage des habiletés socio-émotionnelles. Pour ensuite parler de comment les mettre dans un contexte mathématique, comment les présenter dans un contexte mathématique et comment intégrer aussi les processus mathématiques dans tout ça. On va regarder à ce que ça a l'air un problème qui va toucher aux habiletés socio-émotionnelles et aux processus mathématiques dans une salle de classe. On va vivre l'expérience pour ensuite essayer d'avoir la conversation sur comment est-ce qu'on pourrait vraiment mettre en valeur ces processus-là et ces habiletés-là dans une salle de classe. Alors, c'est un peu l'idée du parcours d'aujourd'hui et vous allez voir dans la présentation, il y a aussi certains liens parce que vous allez avoir à travailler un tout petit peu aussi à nous aider à vraiment faire cheminer l'atelier. Merci beaucoup, Ryan. Puis, je viens tout juste de partager dans la boîte de clavardage la présentation. Donc, vous allez voir qu'il y a des liens à cliquer. C'est interactif. On va faire des mathématiques ensemble aujourd'hui. Puis, justement, quelle meilleure façon de commencer l'atelier qu'avec un problème de mathématiques. Donc, on va résoudre le problème que vous voyez à l'écran présentement. Donc, on va utiliser les nombres de 1 à 10, une fois chacune, avec les opérations indiquées, pour résoudre les égalités que vous voyez ici. Puis pour ce faire, on va aller dans notre Jamboard. Donc, si vous êtes dans la présentation, vous pouvez cliquer en bas à la droite à la diapositive 4 et vous allez tout de suite vous faire apporter dans le Jamboard. Et puis, je peux partager le Jamboard dans la boîte de clavardage aussi pour que tout le monde y ait accès. Et puis, on va vous séparer en petites équipes pour ce faire. Donc, je vois, il y a des gens qui commencent déjà à écrire. On va prendre une petite pause. On va le faire en équipe. Et puis, les équipes, lorsque Joanne va vous mettre en équipe, vous allez voir, vous pouvez circuler entre les différents cadres et voir que le numéro de l'équipe correspond à votre numéro de cadre. Donc, sans plus tarder, on va se séparer en équipe et on va se retrouver dans quelques instants dans la grande salle. Bonne mathématique! Ah, Joanne, ton micro. Je suis en train de créer les salles, alors vous allez être répartis en quelques secondes. Allons-y. Martin, j'ai 10 salles. C'est parfait. Bonjour. Mon micro. Hey, bonjour. Salut. Bon. Ça va bien? Ouais, vous, ça va? Oui, ça va très bien. Oui, alors nous, on est quel groupe? 10. Salle 7 que c'est écrit, moi, en haut. Ouais. Salle 7, fait qu'il faut aller à la planche 7. Ouais, je pense que c'est ça. OK. Là, les noms du monde. Je vois participant. OK. Fait que Jonathan, ah non, lui est organisateur. OK, parfait. Martin, Gilles, avez-vous déjà résolu des problèmes comme ceux-là? Comment on crée un... Les petites passes bêtes, OK. moi, à la gauche, c'est le 3e. 4e. OK. Oui, il y a quelqu'un, puis l'autre personne avait ajouté 8 puis 1 dans la deuxième case. Non, Je sais pas. mais on peut, oui, tu peux l'avoir dans ta suite. Oui. OK.
C'est ça. OK. Fait que, on l'essaie-tu 8 puis 1? Ouais, moi, je dirais que oui. OK. 8. Et puis, utilise les nombres de 1 à 10 une fois chacune OK. et Ah, excuse, je l'avais mis déjà. les opérations indiquées. Et quoi? OK. 8 puis 1. Après ça, 5 puis 2, quelqu'un a mis? Ouais, Fait non, que là, il c'est. nous reste. Je sais Ok. pas moi, là, mais oui, je suis Ben là, d'accord. ça serait probablement 9 fois 10 hein, pour le premier. Là, mais- on entend. On entend-tu? La personne qui parle, es-tu dans notre salle? Non, parce que je suis en formation avec quelqu'un d'autre dans la même salle. C'est pour ça. Je vais essayer de me déplacer plus On loin. irait à. Oh non, c'est correct. J'étais juste mêlée de là, je suis comme. Non, qui parle? c'est pas moi. Attends, je vais. 4 fois 2, j'aime ça. Excusez, Oui, là. 4 fois 2, j'aime ça. Excuse-moi. OK, tiens. Ça va être plus loin. Puis là, il nous reste On 3. pensait pas qu'on devait faire des petits groupes. C'est pour ça qu'on s'est assis ensemble, là, mais. Ah, 6 moins 3. OK. Donc, là, C'est juste. qui écrit 6 Oui, moins 3, j'aime ça. Désolée. OK. 6 moins 3, oui. Quel chiffre Ouais. il nous reste? 1, 2, 3. Là, ben, c'est. Il nous reste 7. C'est 5, ça? Il reste 7 comme chiffre, hein? C'est ça? Ouais. Le OK, 5, mais quelque chose 5 de 17. 5 puis 7, ça ne fonctionnerait pas avec 9. Non. Euh, Mais qu'est-ce que 6 plus 3? Non, 5, 7. 7 moins 4, ça ferait 3. 7 moins... ouais, donc, si on fait. Peut-être le... Ouais, si on mettait 7 moins 4, ça donne 3. Mhm. Après, si on fait 6 plus 9, 6 plus 3, ça donne 9. On pourrait essayer. OK. Ben oui, vas-y. Je vais mettre ça ici. Là, J'aime comme ça. OK. Là, on avait dit quoi? 7 moins 4, ça donne 3? Ouais, c'est ce qu'on avait dit. OK. Puis là, 8 plus 1, ça donne 9. Fait que ça OK. fonctionnerait. Ouais. Tu mon Dieu. Et là, il manque juste notre chose qu'on en bas ici. 6 fois 2 donne 8. Ah! Mais là, des multiples de 8, il n'y en a pas 1 million, là. Non, c'est ça. Non. Fait que celui-là, je pense qu'il faudrait que ça résout. Tu sais, c'est soit 1 fois 8 ou 4 fois 2. Ouais. Ouais. Fait que je pense qu'il était bon peut-être à 4 fois. Ah oui, OK, bon. Là, OK, donc celui-là, il était Fait pas. que celle-là Ouais. est plus évident. Ouais, OK. Là, il nous reste le 5. 5. Oui. Parce que là, OK, ça peut pas être 5 plus 4 ici. Parce que. 7 plus 2. Ouais. Non, là, ça veut dire qu'en bas ici, c'est pas bon. À moins Mais que le 6 plus 3, hein? Ouais, le 6 plus 3, ça fait 9. C'est déjà quelque chose, ça. C'est déjà en haut là. Puis là, si tu prends le... Non, on dirait que je le vois. Je vais juste les retasser. Là, je mets le 4 là, sérieusement. Ouais. Mais là, tu pouvais faire 8 moins 5. 8 moins 5, ça ferait 3. Oui, OK, je vais bouger. Là, il y a quelqu'un d'autre sur notre planche. Ça se peut-tu que quelqu'un vient d'arriver sur notre salle? Puis il est Peut-être. Peut-être qu'il bouge. Oui. Attends, c'est qui ça? Je sais pas. C'est quelqu'un qui devrait prendre notre planche à côté. Je vais écrire des chiffres à côté. Il y a quelqu'un qui a envahi notre planche. Oups. On est juste nous, là. Ah, OK. 10 fois 9. Puis là, nous autres, on a Il y avait Joanne au début. Je ne sais pas où est-ce qu'elle est partie, là. Puis là, on avait décidé, nous autres, qu'on faisait 4 fois 2 en bas. Oui. Puis après ça, on avait décidé qu'on faisait 8 moins 5 qui donnait 3. Oui. OK, non, c'est 4. Puis là, après ça, qu'est-ce qui nous restait? 6 plus 3 de 9. Marchait-tu, ça? 6 plus... Moi, je t'ai après écrit sur le côté. Je ne sais pas si tu le vois, là. Au lieu de me batailler avec la personne qui bouge nos étiquettes. Puis là, il nous resterait 1, puis quoi? 1 puis 7. Ah, j'étais tellement proche. Nous étions tellement proches.
OK. Hmm. 1 moins 7 ne fonctionnerait pas. Ça serait 7 moins 1, non? Oui, non, non, il il restait un. OK. Désolée, j'étais un. Je suis pas dedans ce matin, désolée. Ben, OK. d'accord. Moi, j'ai toute la journée pour figurer ça. Oui, moi aussi. OK. Donc là, Mais l'autre personne a fait 8 fois 1 en bas. On est dans la salle, désolé. On n'avait pas fini. On avait fini juste à la fin. Je pense qu'on est tous de retour dans la grande salle. Alors, on ne va pas nécessairement passer à travers les réponses en tant que telles, malgré que Ryan et moi, on s'amusait à circuler entre les différents cadres et de voir justement vos démarches, vos méninges rouler. Mais on va passer tout de suite à la prochaine étape. Et puis la prochaine étape, on vous présente les 6 habiletés socio-émotionnelles que vous connaissez déjà, sont dans le programme cadre. Nous autres, on les a tout simplement mis dans un petit tableau ici. Donc, vous avez ces 6 habiletés socio-émotionnelles-là. Et puis, ce qu'on va faire ensemble maintenant, notre prochaine étape, puis ça va se faire en direct, en live, c'est qu'on va se rendre à un deuxième Jamboard. Et puis, vous allez avoir l'opportunité d'indiquer quelles habiletés socio-émotionnelles ont été appliquées lors de la résolution de ce problème mathématique. Pour ce faire, vous pouvez prendre un petit jeton et puis la placer sur l'habileté socio-émotionnelle qui a été appliquée. S'il y en a plusieurs, vous pouvez prendre plusieurs jetons. Et s'il n'y en a aucune, vous pouvez mettre un jeton sur la case « Aucune ». Donc, je vais vous partager dans la boîte de clavardage le lien vers le Jamboard. Ah, Ryan est plus vite que moi. Et on vous donne quelques instants pour faire ceci. Entre-temps, on peut voir le concert se passer devant nos yeux. Hey, mon jeton. Vous pouvez toujours copier-coller des jetons pour si on en manque. Là. Je vois qu'il commence à en avoir très peu. J'adore voir les petits jetons se déplacer par eux autres mêmes. C'est comme, C'est c'est comme magique un peu, oui. c'est vraiment ma partie préférée de tout l'atelier. C'est vraiment cette slide ici et de voir les petits jetons bouger. C'est ma partie préférée. Oui, je suis d'accord comme toi, Salim. C'est comme des petites fourmis qui se promènent, c'est le fun. Fait que là, je vois, on peut constater que toutes les habiletés socio-émotionnelles ont été appliquées lors de la résolution de ce problème mathématique. Mais je suis curieux de savoir comment est-ce que vous l'avez vécu. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui aimerait prendre la parole par rapport à justement comment est-ce qu'on a appliqué ces différentes habiletés socio-émotionnelles-là dans le contexte de ce problème-ci? Soit en ouvrant le micro ou en écrivant dans la boîte de clavardage. Oui, Nathalie, vas-y. Je peux me permettre de parler. Ma coéquipière, ça allait super bien. Les deux, on était motivés d'essayer de trouver des solutions. On ne s'est pas découragés. On essayait de même qu'il y a quelqu'un qui est rentré sur notre planche puis qui bougeait des chiffres, donc on a trouvé notre solution sur le côté, mais on était les deux convaincus d'essayer de trouver une solution. Fait que, évidemment, on était des adultes dans la salle, mais pour nous, ça s'est super bien passé. Merci à la collègue, je ne me souviens plus son nom, mais ça a super bien été. Merci à toi aussi. Merci beaucoup, Nathalie et Geneviève.
Est-ce qu'on a quelqu'un d'autre qui pourrait parler un peu de comment est-ce qu'ils ont vécu, comment est-ce qu'ils ont appliqué les processus ou les habiletés socio-émotionnelles, pardon, dans ce problème-ci? Je pourrais dire que dans notre équipe, on a fait preuve de motivation en écrivant, effaçant. Donc, on persévérait, puis on a réussi à finir la tâche. Super, oui. Puis souvent, c'est quelque chose qui revient. Ryan et moi, on a l'habitude et le plaisir d'avoir présenté cet atelier-ci à plusieurs reprises à l'intérieur de notre conseil. Et puis, c'est souvent quelque chose qui est soulevé. C'est cette persévérance-là des fois, c'est essai-erreur, puis là, on entendait des choses comme « Ah, ben, les multiples de 8, il n'y en a pas beaucoup » ou fait que là, on commence à parler du sens de l'opération. Quelle opération va mieux ici? Sens du nombre aussi. Donc, il commence, au début, c'est peut-être juste essai-erreur, puis on a persévérance, mais par la suite, on tend plus vers la pensée critique et la pensée créative. Donc, on voit tout ça, puis il y a aussi une communication entre les différents partenaires. Donc, il y a tout le côté relation, communication aussi. Puis pour certains aussi, ça peut stresser. On ne connaît pas Jamboard, on ne connaît peut-être pas le problème. Donc, on voit, il y a peut-être différentes habiletés socio-émotionnelles qui ont été appliquées différemment, puis il y a différentes personnes qui peuvent le vivre différemment aussi. Donc, sans voler le punch qui s'en vient, je vais céder la parole à Ryan pour le prochain problème mathématique. Désolé, j'étais en train de répondre à la belle conversation dans le chat. C'est vraiment intéressant ce qui se passe là-dedans aussi. Alors, la prochaine étape, on va faire celle-ci, on va la faire individuellement. On va vous donner quelques instants. Vous pouvez il n'y a pas un Jamboard pour celui-ci, c'est vraiment, vous pouvez le faire soit mentalement ou sur un bout de papier, comme vous voulez. Mais nous avons ici 5 opérations et on cherche les réponses à ces opérations-là. Et j'ai dit quelques instants, mais j'imagine qu'un 20 à 30 secondes suffit peut-être pour cette première partie ici. Merci, Christine. Déjà une réponse qui sort. Martin, si tu veux aller à la prochaine diapo. Ce qu'on vous demande, on pourrait refaire l'activité en lien avec les habiletés socio-émotionnelles qui ont été utilisées lors de cette deuxième activité, mais je pense qu'on peut déjà prédire un peu ce que ce tableau-là aurait l'air. Alors, ce qu'on vous demande à la place, c'est comment est-ce que les deux problèmes sont différents et comment sont-ils pareils? Encore une fois, on peut soit allumer le micro ou parler dans le chat. Christine, je vois déjà une réponse, ne nécessite aucune conversation. Alors, non seulement est-ce qu'on n'avait pas besoin de conversation, mais on n'avait pas la chance d'avoir une conversation non plus, on l'a fait seul. Dans les deux, merci Cindy, dans les deux, on pratique le sens des opérations. Alors, dans les deux cas, on avait les opérations, les additions, les multiplications, les soustractions et les nombres de 1 à 10 une fois. Les deux sont en lien avec les opérations. La première est plus motivante. Mickaël, je ne veux pas te mettre sur le spot si tu ne veux pas parler au micro, mais serais-tu voulant de m'en dire plus sur la motivation en lien avec le premier? Pas de problème. La première, on était capable de parler, puis il fallait vraiment discuter parce que c'était pas « Ah, OK, ça, c'est la seule réponse possible ». Comme pour trouver, là, je me souviens plus c'était quoi, là, mais pour trouver, on va dire, le 3, mais il y a plusieurs réponses possibles, il fallait qu'on en discute. Alors, c'était motivant, c'était intéressant. Celui-ci, il y a une réponse, c'est tout, c'est fini. That's it. OK, alors, ça, c'est vraiment intéressant. Puis, j'aimerais enchaîner avec ce que tu as dit, avec le commentaire à Pascal dans le chat qui dit « Si on aurait été en équipe pour la deuxième, seulement le plus rapide aurait répondu. » C'est vraiment intéressant. On dit parfois que les mathématiques, dans ce sens-là, ont souvent favorisé les rapides et les extravertis lorsqu'on fait un travail comme ça, où il y a juste une réponse, puis on peut y arriver rapidement. Alors, c'est vraiment intéressant.
Carrie, je vois que c'est une question plus ouverte, oui, avec plusieurs différentes options de réponse, comme Michael l'a dit aussi. On parle OSM, j'espère que j'ai bien dit ton prénom. On a besoin de la persévérance, de la pensée critique. La réponse n'est pas évidente dès le départ. Ça, j'aime beaucoup ce commentaire-là. L'idée que si la réponse est évidente dès le départ, on va tomber dans des habitudes et peut-être des algorithmes traditionnels. Tandis que si la réponse n'est pas évidente, on tombe beaucoup plus dans de la vraie résolution de problème. Et quand je dis vraie résolution de problème, on trouve le problème nous-mêmes et on trouve des stratégies pour la résoudre. Ce sont tous d'excellentes réponses. J'apprécie énormément votre participation. Je dirais même que c'est peut-être le plus de participation qu'on a vu dans les 5 ou 6 fois qu'on a présenté. Alors, on apprécie énormément. Et Cindy, j'allais arrêter là, mais il faut que je dise ce que tu viens de dire. Une porte d'entrée pour tout le monde. Alors, ça, c'est tellement important. J'ai quasiment des frissons que tu as ressorti ça parce que c'est tellement important avoir une porte d'entrée pour tout le monde. Mais si quelqu'un veut aller plus loin, on peut aller plus loin. C'est comme on dit en anglais, le fameux low floor, high ceiling. C'est l'idée de vraiment laisser tout le monde participer. Même si je n'ai pas un bon sens d'opération, je peux résoudre ce problème-là avec différentes stratégies. Je peux trouver une réponse. Et si j'ai un bon sens d'opération, je vais utiliser une différente stratégie ou je vais peut-être essayer de trouver plus d'options. Alors, il y a beaucoup de possibilités. Et un problème comme ça, on peut le faire en première année, en modifiant un peu les opérations et l'approche. Et on pourrait le faire en 12e année, en incluant peut-être des variables, aller chercher la pensée algébrique. Alors, ce genre de problème n'est pas limité. Ça, c'était un exemple du problème si on serait au moyen. Alors, ça, c'est de là qu'on a été le trouver, mais c'est vraiment quelque chose qu'on peut utiliser à plusieurs niveaux. Alors, je vais enchaîner en vous montrant ici, et ce n'est pas, on n'explorera pas l'outil, mais c'est un outil qui a été développé par le Centre Franco qui permet justement une exploration des processus mathématiques. Et ce qu'on remarque, en regardant au processus mathématique, on voit un peu, et même pas un peu, on voit vraiment comment on peut relier ces 7 processus-là aux habiletés socio-émotionnelles. On parle de réflexion, on parle de communication, on parle de raisonnement, de sélection d'outils. Et là-dedans, je peux identifier un stress et trouver des façons de se remettre du stress. Là-dedans, je vois aussi gérer ses émotions avec la communication. Je vois la pensée critique et créative avec la résolution de problèmes. Je vois faire preuve de motivation et de persévérance avec le choix d'outils, avec la réflexion, avec l'établissement de liens. C'est vraiment un bel outil. Et là, si vous avez la chance d'aller jouer dans l'outil, vous allez voir que chaque processus mathématique a une définition, a des pistes d'observation chez l'élève, des conversations à avoir avec l'élève et un exemple d'un problème qui met vraiment en valeur ce processus mathématique-là. Et on voit les habiletés socio-émotionnelles sont vraiment juste trempées dans tous ces processus-là. Alors, c'est vraiment le cœur de ce qu'on va vous présenter aujourd'hui. Je vais passer la parole à Martin maintenant qui va vous parler un petit peu de la théorie derrière ce qu'on va vous présenter. Exactement. Merci beaucoup, Ryan. Puis, justement, si on avait à résumer un peu nos constats, on l'a vu dans la boîte de clavardage, on l'a partagé de vive voix. Ryan en a parlé. Mais si on aurait à résumer le tout, bien, ça se résume très bien avec une citation indirecte qu'on a sortie du programme cadre de mathématiques de 1 à 8. Donc, je vais vous laisser la chance de lire cette citation-là, puis après ça, on va pouvoir en discuter. Les problèmes ouverts et les problèmes riches permettent davantage la mise en pratique des processus mathématiques qui, eux, donnent accès au développement des habiletés socio-émotionnelles.
Donc, ce qu'on vient de vivre est peut-être un des constats qu'on n'a peut-être pas explicité en tant que tel, mais qui est, je pense, présent dans toutes nos réponses, c'est que le premier problème donnait la chance justement aux gens d'appliquer les processus mathématiques que Ryan vient de présenter. Donc, on avait une réflexion, on tissait des liens, on avait une résolution de problème. Donc, on avait une communication, on appliquait ces processus mathématiques-là. Et le deuxième problème mathématique, on n'avait pas l'opportunité d'appliquer autant de processus mathématiques. Il y en avait peut-être un ou pas, ou peut-être qu'on se fiait tout simplement à de la mémorisation. Donc, lorsqu'on donne l'opportunité aux élèves d'appliquer les processus mathématiques, ça ouvre la porte au développement des habiletés socio-émotionnelles. Sans des problèmes riches qui ont des processus mathématiques, on n'offre pas la chance à nos élèves de développer ces habiletés socio-émotionnelles-là. Donc ça, c'est le grand punch de notre présentation, c'est que le type de problème qu'on offre justement à nos élèves va influencer si on leur donne accès au développement de leurs habiletés socio-émotionnelles. Et puis, on peut justement faire des liens avec cette citation-ci de Joe Boulder. Donc, je vous laisse peut-être quelques instants pour faire la lecture de celle-ci. Donc, cette citation-ci vient nous indiquer ce que Joe Boulder, une chercheure en mathématiques et en éducation, nous indique, c'est que justement, il n'y a pas un gène qui est responsable de notre compétence en mathématiques. Puis, ce que ça nous dit ici, bien, ça vient rechercher justement le pourquoi du domaine A dans notre nouveau programme cadre de mathématiques. Donc, on comprend maintenant que la compétence en mathématiques n'est pas statique, elle est bel et bien dynamique. Elle peut changer. Puis une de ces façons de changer, c'est justement d'être motivé, de persévérer, de s'identifier dans nos mathématiques, de penser critiquement et créativement par rapport à nos mathématiques. Donc, c'est en offrant certains types de problèmes et en donnant accès au développement des habiletés socio-émotionnelles c'est un chemin pour développer notre compétence en mathématiques. Donc, le pourquoi du domaine A, bien justement, c'est pour justement adresser cette question-là des habiletés socio-émotionnelles et le rôle du socio-émotionnel dans l'apprentissage de nos mathématiques. Dans le fond, c'est dans l'apprentissage de toutes nos matières, mais particulièrement en mathématiques. Donc, comment est-ce qu'on influence justement ce mindset-là de nos élèves, les croyances de nos élèves dans leurs compétences en mathématiques? Bien, on peut entendre différentes phrases qui ont toutes des belles intentions, mais puis on l'a peut-être tous déjà dit, moi je suis coupable de ceci en tant qu'enseignant, d'avoir dit certaines de ces phrases-là, mais si on gratte un petit peu plus profondément et on réfléchit au message qu'on envoie, bien, c'est peut-être pas le message qu'on veut envoyer qui est en lien justement avec le domaine A. Donc, si je commence à gauche ici, on voit, toi, tu dois être un matheux. Donc, évidemment, des bonnes intentions ici. On dit, ben, si tu réussis bien en mathématiques, tu es un matheux. Mais qu'est-ce qui arrive à cet élève-là qui passe au prochain niveau, qui vit maintenant la difficulté en mathématiques? Maintenant, si le premier lien était vrai, je réussis mes problèmes mathématiques, alors je suis un matheux, bien, le contraire est aussi vrai. Donc, je ne réussis plus mes problèmes mathématiques, donc je ne suis plus bon en mathématiques. Donc, on est en train d'envoyer un message que la compétence en mathématiques, elle est statique. Ici, on pourrait aussi regarder à la deuxième citation. C'est correct, moi non plus, je n'ai jamais été bonne en mathématiques. Donc, ici, on essaye de rassurer l'élève, mais si on gratte un petit peu plus profondément au message, bien, on est en train de dire que, dans le fond, la compétence en mathématiques, elle est statique, puis c'est correct, on peut vivre sans cette compétence-là, on ne va pas la développer. Par contre, si on revient à nos types de problèmes, si on offre différents types de problèmes à nos élèves et on leur offre l'opportunité d'appliquer les processus mathématiques pour développer les habiletés socio-émotionnelles, bien, on va peut-être travailler la motivation, on va peut-être travailler la persévérance dans tout ça
pour justement s'améliorer en mathématiques et ne plus voir les mathématiques comme étant quelque chose que, dans le fond, c'est correct qu'on n'est pas bon, puis ça va rester de même. Puis, une phrase que j'entends, on entend assez fréquemment, ce problème est trop difficile, mes élèves ne pourront pas le résoudre. Donc, on parle ici de certaines attentes envers nos élèves, puis d'avoir des attentes élevées. Puis, ce message-là qu'on envoie à nos élèves, qu'on leur offre même pas la chance de résoudre ce genre de problème-là, ben, ça l'envoie un message à nos collègues, ça l'envoie un message aussi à nos élèves. Donc, justement, pour nous parler un peu du lien entre tout ça, je vais céder la parole à Ryan. Merci, Martin. Alors, c'est vraiment vrai que les intentions dans tous ces commentaires-là peuvent être les meilleures intentions. Et ce qu'on essaie de dire en ce moment n'est pas pour faire sentir mal. Ce n'est pas du tout l'intention, mais c'est vraiment de permettre une prise de conscience parce que, je vais l'avouer, c'est quelque chose que j'ai dit. Ces 3 phrases-là, c'est sûr que je les ai dit et entendues avec les meilleures intentions au cours de ma carrière. Mais on réalise de plus en plus à quel point que les intentions, peu importe les intentions, ça pourrait avoir l'effet contraire sur le développement de l'élève et du prof aussi. C'est parce que nous, comme éducateurs, comme enseignants, on a quand même, on fait aussi un apprentissage là-dedans. Et cet apprentissage-là, sans la prise de risque et sans certains inconforts dans la matière, on ne peut pas nécessairement développer. Il faut donner cette chance-là à nos élèves aussi. Je ne pourrais pas dire si j'enseigne des maths que je ne suis pas matheux, alors je ne l'enseignerai pas. Ce n'est pas vraiment une option. On a besoin d'être dans cette situation malaisante pour justement se développer. Alors, un grand pourquoi du domaine A, c'est vraiment pour essayer de défaire le cycle qu'on va vous présenter ici. Alors, ici, on dit les attitudes de l'adulte. Et les attitudes de l'adulte, ça pourrait être le parent, ça pourrait être le parent d'un ami. Dans mon cas, c'était le parent d'un ami. Ça pourrait être un membre du personnel enseignant, conseiller en orientation, direction, grand-maman, grand-papa, mon oncle, ma tante. Ça peut être n'importe qui a une influence sur la perception de soi d'un élève ou d'un enfant. Alors, ces attitudes-là ou ces perceptions-là, ou peut-être ces biais-là, vont influencer les mots. Alors, c'est ici, il y a une grande importance ici à avoir une prise de conscience sur nos propres biais et sur notre propre vécu. Moi, une personne qui me dit ne pas avoir de biais est peut-être la plus biaisée. Alors, on a tous des biais, ça fait partie d'être humain. Alors, c'est de savoir qu'est-ce que ces biais-là sont et de les reconnaître pour pouvoir justement travailler sur l'influence sur nos mots. Alors, nos attitudes vont influencer nos mots vont influencer les attitudes et les croyances des enfants et des élèves. Parce que les élèves nous voient, les adultes, même les élèves rebelles, même les élèves qui veulent parfois se dire défiants ou nos chers adolescents que j'aime tellement, qui vont essayer d'être défiants juste pour le simple fait d'être défiants des fois. Même avec tout ça, il y a un certain impact sur les croyances des élèves parce qu'on est quand même des modèles pour ces élèves-là. Et là, ces attitudes et ces croyances-là vont avoir, selon les recherches, vont avoir une influence sur les résultats académiques. Alors, cette influence-là pourrait être... alors, désolé, je lis le chat. Cette influence-là pourrait être, du point de vue de l'adulte, pourrait être un effet halo. Alors, un effet où j'ai une certaine attitude et donc, je corrige d'une certaine façon. Ça, c'est quelque chose qui existe. C'est démontré dans plusieurs recherches. Mais aussi, la perception de soi de l'élève a un grand impact sur les résultats académiques aussi. Ce n'est pas le fait de ne pas être capable, c'est le fait de ne pas croire être capable qui va avoir un effet sur les résultats académiques. Alors, Martin, si tu veux aller à la prochaine diapo.
Une partie vraiment importante de ce cycle ici, et c'est ici qu'on veut vraiment briser, c'est que les résultats académiques qui ont été affectés directement par les attitudes de l'adulte vont finir par confirmer les attitudes de l'adulte. Alors, si l'adulte, par exemple, l'adulte me dit « Je n'ai jamais été bon en maths. » Alors, c'est pour ça, tu sais, mon fils, ma fille, que tu ne seras pas bon en maths ou bon en maths. Mais ça découle jusqu'à l'élève qui se dit « Ah, tu sais quoi, je viens juste d'avoir un OK de ne pas être bon en maths. Je viens juste d'être dit que ce n'est pas de ma faute, c'est génétique. » Puis on se comprend, il n'y a pas de don génétique en maths. On peut avoir une aisance, on peut l'aimer, juste comme avoir une aisance en musique ou une aisance en sport, mais on peut aussi se pratiquer, juste comme qu'on peut se pratiquer en musique, on peut se pratiquer en sport. Alors, ce n'est pas un don génétique. Mais là, l'élève vient juste d'être dit « Ah non, c'est génétique. Pourquoi est-ce que je vais essayer? Pourquoi est-ce que je vais tenter m'améliorer en maths? Je viens de savoir que maman et papa, eux, n'étaient pas bons en maths. Alors moi, je ne le serai pas non plus. » Alors là, les résultats reflètent ça. Puis là, le parent voit la note et dit « Ah, je le savais, je n'étais pas bon en maths. Alors, mes enfants ne seront pas bons en maths non plus. » Alors, ça fait vraiment un cycle. Et si on peut venir travailler au lien entre les perceptions, les biais, ou même les expériences de l'adulte et les mots de l'adulte, ce lien-là, de travailler sur ce lien-là va avoir un énorme impact sur les résultats par l'entremise de la perception de soi de l'élève. Et comment est-ce qu'on améliore la perception de soi de l'élève? C'est en faisant certain de retourner à ces habiletés socio-émotionnelles-là pour aider l'élève à pouvoir déterminer des sources de stress, gérer ses émotions, bâtir des relations, développer ses habiletés de communication, être capable de poser une question, valoriser les questions, valoriser les erreurs, permettre la pensée critique et créative. Les mathématiques n'ont pas besoin d'être un domaine théorique. Ça peut être un domaine créatif. Et il y a beaucoup de ressources qui sont en train d'aller dans cette direction-là, à vraiment regarder aux mathématiques comme un domaine créatif, comme les arts, au lieu d'un domaine qui est strictement de la théorie. À faire preuve de persévérance. Lorsqu'on travaille fort sur un problème et on obtient une réponse, le feedback qu'on reçoit personnellement, pas juste la rétroaction de l'adulte, mais le feeling qu'on a, va vraiment permettre à créer une émotion positive en lien avec la persévérance. Alors, tous ces éléments-là peuvent vraiment avoir un énorme impact sur les résultats académiques, mais ça commence avec les perceptions de l'adulte et ça commence avec les problèmes et les situations dans lesquelles on met nos élèves pour qu'ils puissent se pratiquer dans ces habiletés socio-émotionnelles-là. Martin. Oui, c'est ça. Ben, c'est trop, tu me connais, Ryan, c'est trop difficile pour moi de ne pas, de ne pas intervenir ici puis de parler justement de la recherche intéressante par rapport au dernier lien justement entre les attitudes puis les croyances des élèves puis le lien entre ça puis le résultat académique. Il y a de la recherche qui est sortie à cet effet-là. Donc, quand que les élèves sont stressés, quand ils sont un petit peu plus anxieux, donc quand ils ne croient pas qu'ils peuvent réussir un problème, si on les met dans un scanner de cerveau, une machine IRM, puis on regarde à leur activité cérébrale, ce qu'on réalise, c'est qu'il y a moins d'activité cérébrale au niveau de leur lobe préfrontal. Donc, leurs fonctions exécutives sont moins actives. Il y a moins de sang, il y a moins d'activité cérébrale là. Donc, dans le fond, lorsqu'ils ne croient pas dans eux-mêmes, physiologiquement, ils sont moins aptes à résoudre des problèmes de pensée critique. Donc, on voit ici, pour moi, ça vient me chavirer ici quand je dis ça, comme quand j'ai lu ça, j'ai dit « wow ». Donc, leurs croyances, que nous autres, on a définitivement un impact sur leurs croyances par les mots qu'on choisit d'utiliser. Les croyances des élèves vont avoir un impact sur leur capacité à résoudre des problèmes. Donc, ça vient puncher ici. C'est vraiment le pourquoi qu'on veut changer nos mots. On veut changer la façon qu'on approche les mathématiques à cause qu'on a un effet sur la physiologie, le fonctionnement du cerveau de ces élèves-là. Donc, c'était ça que je voulais rajouter à la conversation, Ryan.
Mais je pense que tu ajoutes vraiment un bel élément. Tout ce qu'on dit aujourd'hui ne se dirait pas s'il n'y avait pas de la recherche pour nous faire une base de ces idées-là. Ce n'est pas Martin Parent et Ryan Perry qui ont décidé qu'il y avait un lien entre les attitudes de l'adulte et les résultats académiques. Et si vous regardez dans la présentation, vous allez voir les recherches qui ont été utilisées pour créer la présentation sont citées dans les 2 diapositives avec ces diagrammes ici. Alors, si vous voulez faire une belle petite lecture d'aisance, il y a des beaux papiers de recherche qui ont été publiés justement sur ça. Mais l'effet des perceptions et l'effet de nos mots, même avec les meilleures intentions, peuvent avoir l'effet contraire dans certains cas. Et ce n'est pas, encore une fois, ce n'est pas parce qu'on veut se sentir mal, ce n'est pas parce qu'on n'a pas bien fait jusqu'à maintenant, mais comme ce qui a été réitéré dans le chat, c'est vraiment l'idée d'avoir une prise de conscience. Si on peut partir d'ici avec un grand message, c'est de regarder à notre pratique et de dire, OK, voici ce que je retiens de ce que je fais, de ce que je fais avec mes élèves, des genres d'activités, les paroles avec lesquelles j'approche mes élèves et voici le petit pas que je peux apporter ou que je peux prendre pour enlever cet élément-là ou cet élément d'influence possiblement négative. Et ça peut être par l'entremise de problèmes ouverts, comme on a vu au début, des problèmes ouverts à point d'accessible, à point d'entrée accessible. Ça peut être en évitant de dire certains mots-clés qu'on utilise souvent, comme les trois petites phrases qu'on a montrées à la diapo 11. Il y a toutes sortes de choses qu'on peut faire. Et il y a aussi le fait de connaître nos élèves. Lorsqu'on crée une relation positive avec nos élèves, on crée ce lien de confiance-là, on arrive à les connaître, on peut créer des situations d'apprentissage qui vont vraiment leur parler, qui vont répondre à leurs intérêts. Et ça, c'est tellement important et tellement puissant sur les résultats académiques qu'on peut aller évaluer les mêmes choses dans 3 différentes classes de, disons, 7e année, mais le faire de 3 différentes façons selon le profil de ma classe et les intérêts de mes élèves. Et si je l'aurais fait pareil, j'aurais eu des résultats un peu partout, mais avec les approches un peu plus différenciées, un peu plus sur mesure, là, tout d'un coup, on a des résultats beaucoup plus, qui reflètent beaucoup plus ce que les élèves sont capables de faire. Et c'est ce qu'on veut. On veut vraiment que nos résultats reflètent les habiletés actuelles de nos élèves et pas que l'élève n'était pas intéressé à la question, alors il a peut-être échoué. Alors, il y a toutes sortes de belles façons à entreprendre tout ça. Martin, est-ce que tu veux que j'enchaîne avec cette partie ici rapidement? Puis là, on peut ouvrir on peut partager, là, ouvrir les micros pour des questions, ça va? Alors, on voulait vous poser la question, quelle était ton expérience ou votre expérience avec l'apprentissage des mathématiques à l'élémentaire, au secondaire, au postsecondaire? On ne veut pas vous mettre dans une situation vulnérable sans le faire nous aussi. Alors, on va vous présenter dans 1 minute ou moins notre cheminement mathématique. Et après ça, on pourrait peut-être avoir un petit partage entre nous des différentes expériences vécues. Moi, j'ai été étiqueté l'élève qui n'était pas bon en maths très jeune. J'avais des parents qui l'acceptaient, disant « Ah, ben c'est juste quelque chose que tu seras peut-être pas bon en mathématiques, alors on trouvera d'autres choses. » Mais je m'intéressais beaucoup aux sciences. Et je m'y intéresse encore. Mon bac est en biochimie. Alors, c'est quelque chose qui m'a toujours intéressé. Mais j'ai eu beaucoup de difficultés au niveau des mathématiques. Et j'avais un prof au secondaire, et je vais le nommer, vous le connaissez peut-être, il travaille au ministère maintenant, mais c'est Gilbert Lacroix qui m'a vraiment aidé à voir parce qu'il fallait que je prenne mes cours théoriques, mes cours de calcul, de fonctions avancées, de vecteurs et tout ça. Mais j'avais beaucoup de difficultés et c'est à cause d'un prof qui a vraiment pris le temps de me montrer le pourquoi de ce qui se passait, qui a fait en sorte que
j'ai été capable de développer un peu plus une aisance à ce niveau-là. Mais jusqu'à ce moment-là, jusqu'en 10e année, j'avais beaucoup de difficultés en mathématiques et même rendu à l'université, mes cours de calcul, j'ai trouvé ça tough parce que, encore une fois, le mode d'enseignement a changé et je me suis trop fié sur du par cœur. Et je n'ai pas été chercher le conceptuel. Et j'ai eu beaucoup de difficultés. Mais me voici maintenant, une vingtaine d'années plus tard, une quinzaine d'années plus tard, et j'appuie l'enseignement des mathématiques de la maternelle à la 6e année. Et je trouve que les choses ont tellement changé depuis qu'on était là comme élève que ça vaut la peine d'aller regarder aux nouvelles recherches, aux nouvelles stratégies, à tout le beau travail qui se fait avec le matériel de manipulation, tout ça. Je vois tellement la valeur et j'aurais tellement voulu avoir ça quand j'étais jeune parce que ça m'aurait aidé à créer une belle perception de mes propres habiletés. Alors, ça, c'est mon parcours. Puis, Martin, je ne sais pas si tu veux partager le tien rapidement parce qu'on a des parcours assez différents. Oui, c'est ça. Ben, justement, moi, de mon côté, je pense que j'ai quand même eu une facilité avec les mathématiques à l'école élémentaire, secondaire. Mais justement, je n'ai pas vécu. Puis en fait, j'ai mon ancienne enseignante à l'intermédiaire qui est présente dans la salle, fait qu'elle pourrait témoigner de ça aussi, là. Mais dans le fond, donc j'ai eu cette facilité-là avec les mathématiques à travers de mon secondaire. Et puis, mais je n'ai pas eu la chance de développer ces habiletés socio-émotionnelles-là. Donc, j'ai peut-être pas eu l'opportunité d'appliquer les processus mathématiques pour justement développer ma persévérance, ma motivation en mathématiques, puisque ça venait quand même assez facilement. Par contre, en arrivant à l'université, comme plusieurs autres étudiants en première année d'université, je me suis fait ramasser comme par un train. Et puis, j'ai dû vraiment me réfléchir par rapport à mon parcours. Puis, j'étais vraiment en questionnement par rapport à est-ce que je suis vraiment bon en mathématiques ou non. Donc, j'ai dû développer cette motivation-là, cette persévérance-là, cette confiance en mathématiques par la suite. Mais ça a été vraiment comme un choc pour moi, puis ça l'est pour plusieurs étudiants en première année d'université, où est-ce que la marche est quand même assez élevée. Puis le message ici, je pense, c'est que le développement des habiletés socio-émotionnelles, c'est pas seulement pour les élèves qui vivent des défis en mathématiques. C'est pour nos élèves qui ont une facilité en mathématiques aussi, s'ils n'apprennent pas justement à développer leurs habiletés socio-émotionnelles, puis à apprendre à persévérer, à penser critiquement par rapport à la mathématique, bien, justement, ils ne vont jamais le faire. Puis quand ils vont le faire, le coût va être peut-être un petit peu plus élevé à ce moment-là. Donc, c'était un peu nos différents parcours. Je ne sais pas si je vois que la boîte de clavardage, ça continue à avancer. Il nous reste peut-être 1 ou 2 minutes. Je ne sais pas s'il y a des gens qui veulent partager rapidement ou que ça vient chercher. Je vois qu'il y a déjà des partages dans la boîte de clavardage. Donc, c'est ça, oui. on a des messages assez touchants par rapport à ne jamais prendre un autre cours de mathématiques. On s'est fait dire par certains de nos profs, qui est assez triste, dans le fond, qui met en évidence justement notre pensée que notre compétence en mathématiques est statique et non dynamique. Donc, on va enchaîner puisque le temps file. Puis on va terminer vraiment avec une petite citation qui nous rappelle de prendre soin de nos habiletés de notre socio-émotionnel, dans le fond. Puis ça vient d'une psychologue en Alberta, Dr. Jody Carrington, qui dit « If the adults aren't okay, the kids don't stand a chance ». Donc, justement, pour enseigner ces habiletés socio-émotionnelles-là, il faut les modeler pour nos élèves. Donc, il faut justement avoir une réflexion par rapport à nous autres mêmes en tant qu'enseignants aussi. Donc, on vous invite à remplir votre petit pas dans le Padlet que vous retrouvez à l'écran. Et puis, on vous invite aussi à consulter les ressources qu'on a placées ici. On a la monographie du ministère de l'Éducation qui est un peu comme
c'est sous-jacent au niveau programme cadre. On a beaucoup de recherches, beaucoup de belles informations par rapport à ça. On a des ressources de la FEMO sur le domaine A et on a une panoplie de ressources à la suite. Donc, sur ça, on vous dit merci beaucoup et on vous souhaite une belle journée. Alors, moi, je prends quelques minutes pour remercier nos deux animateurs. Alors, merci parce que votre atelier a su nous faire réfléchir sur comment intégrer les habiletés et les processus mathématiques. En vivant un problème de mathématiques en collaboration, on comprend davantage qu'un problème ouvert vise davantage le développement des habiletés socio-émotionnelles et des processus. Puis moi, ce que je retiens aussi, c'est qu'il faut faire très, très attention aux mots qu'on utilise et à nos biais, car ceci a un impact sur l'apprentissage de nos élèves, un énorme impact. Fait que merci beaucoup, Martin et Ryan, pour cet atelier qui est très pertinent. Puis on vous souhaite un prochain bon atelier qui commence dans à peu près 10 minutes à 10 heures. Alors, merci, Martin et Ryan. Au revoir tout le monde. Merci beaucoup tout le monde. Bonjour Ryan, ça va?